Bonjour à tous et bienvenue dans Le Coin Sport. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la 15e journée de Top 14 et après on va basculer sur les calendriers et les conflits, les doublons, le volume de matchs et de jeux pour, les joueurs et en particulier pour les internationaux parce que, c'est un sujet, qui m'intéresse beaucoup et surtout c'est un sujet qui, je pense, est très intéressant quand on voit le nombre de blessures chez les internationaux actuellement. Donc, on va commencer tout de suite avec, Toulouse-Montpellier. Alors, avant de commencer par Toulouse-Montpellier, je n'ai pas vu tous les matchs en entier parce que, j'étais pas là samedi et du coup, j'ai raté quand même pas mal de choses. Il a fallu que je rattrape. Donc le débrief sera sûrement heu, moins complet que d'habitude. Donc Toulouse-Montpellier, après une première mi-temps très compliquée, Toulouse s'impose 27-17. Hem, Montpellier avait son équipe type comparé à un Toulouse, quand même pas mal remanié, au vu de la période dans laquelle on est. On savait que ça allait arriver. Hem, dans beaucoup de scénarios, Toulouse pouvait perdre ce match. Ça aurait pas été une catastrophe. Encore une fois, Toulouse sait construire sa saison. C'est vraiment pas un club pour lequel je m'inquiète, que ce soit en top 14 ou en Champions Cup. Mais, ça aurait pas été, un scandale de voir Toulouse perdre ce match au vu du nombre de joueurs qui n'étaient pas là et bah, de la période, c'est quand même ça donne beaucoup de confiance aux jeunes et à tous ces joueurs qui jouent moins de matchs dans les périodes, pleines du top 14, hem, de faire ce genre de match et d'arriver à les gagner comme ça. Donc, comme sur beaucoup de terrains ce week-end, il faisait pas beau. C'était un peu partout très compliqué, au niveau du temps. Il y avait quand même beaucoup de pluie, de vent, notamment, il me semble que c'est à Toulon, où il y avait quand même pas mal de vent. Mais, donc en première mi-temps, si je me trompe pas, il y avait 0-3 pour Montpellier et en début de deuxième mi-temps, il y a cet essai magnifique impulsé par une, pénalité jouée, très rapidement de Paul Graou. Heu, un essai magnifique à voir et après ça, j'ai l'impression que Montpellier, pas lâche, mais en fait se rend compte qu'ils ont déjà tellement donné en première mi-temps qu'il y a cet écart qui commence à se creuser et on sait que face à une équipe de Toulouse, même remaniée, s'il y a un petit truc à jouer, ils vont le faire. Toulouse, c'est une équipe qui joue à 110 en permanence. Il y a eu des petits moments de faiblesse de Montpellier. Toulouse a su en profiter, mettre des essais et Toulouse a gagné sans bonus. Mais, ça leur a suffi à prendre, la tête du top 14 avant le match du soir et à être, après, le fait que Bordeaux ait obtenu le bonus ce samedi soir, ils sont quand même à égalité donc voilà, Toulouse revient un petit peu. Je dis pas que ça va arriver, mais ça m'étonnerait pas que Toulouse reprenne la tête du championnat pendant les doublons. Après voilà, forcément, les doublons, on verra tout à l'heure, font un petit peu mal à Bordeaux. Mais, voilà, un beau match, il fallait le gagner Montpellier, il y a rien de grave à avoir perdu ce match. Ils se maintiennent quand même, bien, ils ont très bien défendu, ils ont fait quand même un beau match. Je pense qu'il y a pas grand chose à dire sur ça. C'est juste, voilà, Toulouse était plus fort et en parlant de défense, c'était donc les 2 meilleures défenses du championnat l'une contre l'autre et c'était très beau à voir.
J'ai vraiment beaucoup aimé, la défense des 2 côtés et ça se voyait que c'était vraiment un, une bataille à ce niveau-là et que ni l'une ni l'autre ne voulait prendre les premiers points donc c'était vraiment sympa à voir. Ensuite, Perpignan-Bayonne. Perpignan s'impose à domicile 16-11. L'USAP y arrive à domicile. C'est un petit peu le scénario de toutes les saisons et de cette saison. C'était un match super fermé, je trouve. C'est un des matchs que j'ai pas vu en entier. Et en fait, je pense que le match pouvait basculer des 2 côtés. Malgré l'écart au classement des 2, j'ai vu 2 équipes qui se valaient sur ce match-là, dans ces conditions-là et surtout, voilà, on sait pertinemment que Perpignan à domicile, ça leur donne ce petit truc en plus et c'est ce qui leur a permis de gagner ce week-end. Honnêtement, si dans un match autre part, je pense que Perpignan le perd, mais voilà, ils ont réussi à prendre des opportunités au pied, Bayonne aussi, hein, mais voilà, ils ont pris tous les petits trucs pour essayer de grappiller des points, grappiller des pénalités. Ils ont des buteurs, un buteur qui a été quand même en réussite et qui leur donne la victoire, puisqu'il n'y a eu qu'un seul essai des 2 côtés. Donc voilà, tous les points, la plupart des points qui ont été mis sont des points au pied. Et malgré le fait que ce soit les Bayonnais qui aient eu la possession, Perpignan gagne, ce qui montre que voilà, Perpignan a su profiter des erreurs de Bayonne, mais Bayonne qui a fait beaucoup moins de fautes qu'à son habitude depuis quelques semaines. Ils ont fait que 10, ils ont été pénalisés que 10 fois. L'USAP a été pénalisé 12 fois. Donc franchement, c'est du mieux pour Bayonne et j'espère que ça va continuer comme ça. Ensuite, on avait le match Racing-Castres. Le Racing perd encore une fois 20-27. Honnêtement, c'était un non-match pour moi du Racing. Castres a eu un peu du mal, malgré tout. En première mi-temps, surtout, ça a été un peu compliqué. Mais j'ai jamais vu Castres perdre ce match, malheureusement. Mais d'un autre côté, j'ai pas l'impression non plus que le Racing s'est vu gagner. Et c'était un match charnière pour les deux parce que au final, avant ce match-là, au niveau du classement, ils étaient au même niveau plus ou moins. Ils se suivaient et là, il y a pour moi vraiment eu un tournant pour Castres qui peut se dire que c'est bon. Ils sont... S'ils continuent comme ça, ils sont quasiment sûrs que ils vont pas regarder vers le bas, mais plutôt vers le haut, du ventre mou. Dans des scénarios un peu exceptionnels ou catastrophes pour d'autres équipes, ils peuvent peut-être même se qualifier dans le top 6. Mais pour moi, Castres, ça va aller. Alors que de l'autre côté, le Racing, c'est pas du tout la même dynamique. Pour finir sur Castres, avant de passer sur le Racing, ce match-là m'a donné l'impression que plus c'est difficile, plus Castres y arrivait. Et c'est quand même assez exceptionnel. Et bravo à Castres d'avoir quand même gagné ce match parce que c'était un match qui pouvait leur faire peur et qui pouvait leur faire perdre un peu les pieds. Donc très bon match de Castres. Donc par rapport au Racing, je disais, voilà, il s'est passé exactement ce dont j'avais peur. C'est que le Racing, sans ces 2-3 joueurs qui font le jeu, notamment et tout particulièrement Gaël Fickou et Nolan Le Garec, il n'y a plus rien qui se passe.
Il y a plus rien, il y a pas de plan de jeu, ils savent pas où ils vont, et quand on voit les déclarations d'après-match de Michalak et de Lancaster, ça m'inquiète presque encore plus que le fait qu'ils aient pas gagné depuis longtemps et qu'on a un peu tous l'impression, hein, on va pas se mentir, que même eux, ils savent pas où ils vont et qu'ils savent pas comment ils jouent, comment ils veulent jouer. Michalak, après le match, a été très alarmiste en disant maintenant il faut se demander comment est-ce qu'on finit pas en Pro D2 à la fin de la saison. Ce qui est inquiétant pour eux, mais très réaliste parce qu'ils sont au talon avec le Stade français et que en fait ils sont 12e quoi, donc oui, c'est pas une place dans laquelle tu veux être, c'est pas une place confortable et malheureusement, aujourd'hui, c'est la place du Racing avec le non-jeu qu'ils ont et le fait que, j'ai je vois pas cet esprit d'équipe parce qu'il y a des équipes qui perdent, mais qui ont ce truc sur le terrain. Là, j'ai l'impression qu'il y a rien, en fait et c'est plus ça qui m'inquiète pour le Racing que tout ce qui se passe avec voilà, les joueurs, etc. Mais à l'inverse, du coup, de Michalak, Lancaster, qui est quand même l'entraîneur principal du Racing, a dit que. Enfin, en fait, il m'a donné l'impression d'être pas si inquiet que ça et de dire regarde vers l'avenir, etc. Alors, ça peut être un discours très politique en essayant de pas alarmer les gens, les journalistes. Mais il avait pas l'air si inquiet que ça et aujourd'hui, ils ont pas assez de points d'avance sur Paris qui est 13e pour se dire qu'ils sont plus ou moins sereins face à la période qui, sans Galfico et Nolan Le Garec, puisque je pense qu'ils récupéreront ni l'un ni l'autre durant toute la période de 6 nations, et ils ont pas assez de points pour être sereins face à cette période qui va être super compliquée parce que sans ces individualités-là, je ne vois pas comment ils peuvent réussir à faire quelque chose et ne pas continuer à s'enfoncer encore plus dans ce bas de classement et à potentiellement, oui, se dire que en fin de saison, il va peut-être se passer un barrage pour eux. Donc, ouais, j'espère que les 2 semaines de pause vont faire du bien à tout le monde. Mais j'ai un peu peur pour le Racing, surtout que si je ne me trompe pas, le 15, donc pour la reprise, ils reçoivent Vannes. Donc c'est pareil, c'est un match que les 2 équipes vont vouloir gagner, que les 2 équipes ont besoin de gagner. Donc ça va être un match très compliqué. Donc on verra. Ensuite, un match pareil que j'ai pas bien vu. Ensuite, on avait le match Pau-Clermont, que Pau gagne 20-14. Pareil, c'est un match que je n'ai pas vu. Donc, de ce que j'ai vu du résumé, de ce qui est ressorti, donc déjà, c'était un match contre une équipe qui a du mal à concrétiser, qui est Clermont, et une équipe en très grande difficulté avec Pau. Et c'était un match avec un temps catastrophique. Et donc très rugueux, très compliqué. La première mi-temps pour moi c'était vraiment le combat des packs en fait. C'est un peu le même esprit que la première mi-temps de Toulouse-Montpellier. Et en deuxième mi-temps, il y a eu un peu plus d'éclat, de lancer, etc. Mais je sais pas si ça vient du fait que les avants étaient un peu fatigués ou les équipes en général, et Pau a juste profité des petites erreurs qu'a fait Clermont. Le dernier essai de Clermont, très dommage que Pau le prenne, parce qu'ils auraient pu gagner 20-7. Mais voilà.
de ce que moi j'ai vu, ça a été un super match de Pau qui se donne un peu d'air dans ce fond de classement et je pense que ça va leur faire du bien. Et là, avec les 2 semaines de vacances, ce sera encore mieux. Ensuite, on avait le match de la peur. Hem, je ne vais pas mentir, moi, c'est un match que j'avais trop envie de voir, et que donc je me suis refait après le samedi, le dimanche. Me et donc c'était Vannes Stade Français et Vannes arrache la victoire 33-28. Donc le Stade Français a le bonus. Hem, c'était le match qui faisait peur à tout le monde et Vannes en sort la tête haute. Je pense que Vannes peut être quand même assez fier d'eux-mêmes. Hem, la vraie chose, le vrai gros point noir de ce match-là, c'est le carton rouge de du centre vantais en quoi, 3 minutes après le début du match. Malgré tout, alors il faut toujours mieux, perdre, un 3/4 que perdre un avant sur des matchs comme ça où il fait pas beau, où tu sais qu'il va y avoir des en avant, des mêlées, des touches, tout ce genre de choses. Donc ça, c'est moins vu, hem, mais malgré donc tout ça, Van a réussi à avoir la domination du match. Alors il y a toujours ce problème de on prend pas les points, on prend la touche. À des moments où, bah, tu peux un peu plus te donner d'air. Il y a eu deux, trois moments dans le match comme ça. Mais, hem, je pense que la plus grosse chose à retenir, c'est que Vannes a réussi à gagner contre le Stade Français, qui est son adversaire numéro un, jusqu'à la fin de la saison. Je ne vois pas un monde où le Stade Français remonte dans le top 14 et quelqu'un d'autre se bat pour la relégation avec Vannes que le Stade Français. Peut-être le Racing qui a envie de venir se mêler à tout ça, mais voilà. Pour moi, je pense que c'est ces deux équipes-là qui resteront en fin de classement. Et Vannes aurait pu gagner les deux matchs cette année contre le Stade Français. Ils en gagnent que un, mais est-ce qu'ils gagnent pas le meilleur? Parce que je pense que tous les supporters vantais ont été sur le bord de leur siège pendant tout le match, parce que malgré tout, ça restait serré et le Stade Français a fait des erreurs aussi, pas super, hein. Il y a quand même, du jaune, il y a quand même eu d'autres cartons, par exemple, bah, Paris a pris un carton rouge, alors que le joueur venait de rentrer, donc je pense que c'est aussi un manque de lucidité par rapport à la physionomie du match. Mais je pense que dans des matchs comme ça, pour moi, le plus important, c'est pas le jeu. Oui, Van a fait des erreurs. Oui, Van aurait peut-être pu gagner en privant Paris du bonus et au lieu d'être à 4 points, à 3. Ce qui fait que, bah, c'est une victoire, c'est c'est bien moins loin, c'est bien plus facile d'essayer de rattraper ce train pour avoir cet espoir parce que je pense que, enfin, pour moi, c'était le match de la dernière chance. Si, Paris avait gagné ce match-là, c'était fini pour Vannes. Là, Vannes je pense, peut encore se dire: alors peut-être qu'on peut être 13e à la fin des journées régulières de top 14. On verra ce qui se passe, mais voilà. Van gagne, tant mieux pour Van. Les prochaines semaines vont être extrêmement importantes. Il va falloir qu'ils essayent de profiter des doublons et, pouvoir voilà, jouer, essayer de faire quelque chose, de grappiller ses points et pourquoi pas de sortir de cette 14e place pour la première fois et passer devant Paris avant la fin des doublons. On verra. Ensuite, le match du samedi soir que j'ai beaucoup apprécié, je vais pas mentir.
C'était un match où je m'attendais à ce qu'il y ait pas vraiment de discussion sur le résultat et on finit avec le match UBB-Lyon où l'UBB perd à domicile pour la première fois cette saison, il me semble, contre le Loup qui, en fait, a fait comme au match aller, a gagné à la dernière seconde. Je pense que l'UBB va finir par jouer aux fléchettes avec la tête de Léopard 2 parce que ça fait quand même 2 fois en 2 matchs et ben en fait, faut juste féliciter le Loup, je pense, parce qu'il y a rien d'autre à faire. L'UBB a déjoué. Oui, les conditions étaient compliquées. Oui, l'UBB a dû remanier son équipe parce qu'il y a des blessés, il y a des internationaux et ils ont fait le choix, je trouve très sympa pour les internationaux et pour leur potentielle, sélection au cas où il arrive un malheur en équipe de France, de pas faire jouer ces internationaux et de privilégier le groupe avec lequel ils se sont entraînés toute la semaine et donc les internationaux étaient sur le banc. Mais ils ont pas été décisifs comme ils peuvent l'être quand ils sont sur la feuille de match, sur le 15 de départ. Ils ont pas fait un mauvais match, voilà, on peut pas, leur leur dire: «Ah, il aurait fallu que ce soit eux». Non, depuis le début de la saison, on parle du collectif de l'UBB et là, samedi soir, c'était le collectif qui devait gagner. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé et ils ont perdu face à un Loup qui a été très, très brave et qui a su prendre les points, ce qu'on reproche à beaucoup d'équipes quand même et ce que j'ai reproché à Lyon et Perpignan, surtout à Lyon, sur leur dernier match qui était le Lyon-Perpignan où le Loup gagne mais in extremis. Hem, Là, ça a pas été pareil et en même temps, contre des grosses équipes comme ça, c'est comme ça qu'on peut gagner des matchs. C'est comme ça que, on gratte 4 points et heu et voilà et le Loup gagne et le Loup a fait un très bon match, je trouve, j'ai vraiment beaucoup apprécié regarder ce match. C'était super, en fait. C'était un super beau match de rugby où il y a eu un équilibre entre, un beau jeu d'avant et des lancers, des 3/4, qui ont donné un peu plus de spectacle, et de rugby spectacle, voilà et c'était super agréable, hein. Franchement, de tous les matchs que j'ai vus ce week-end, c'était, avec alors le Toulon-La Rochelle était quand même très, très cool à regarder, surtout la première mi-temps. Hem, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce match et si c'est des matchs comme ça qu'on a pendant les doublons, moi je veux bien. Peu importe les équipes que c'est, si on a des matchs un petit peu durs comme ça, avec des équipes qui peuvent être déstabilisées par des nouvelles compositions et des équipes de plus bas de classement qui arrivent à se battre, à arriver avec, eux, leur équipe type, parce que, malgré tout, il me semble qu'il y avait quand même Guillard dans la compo du Loup et maintenant je peux le dire puisque à l'heure où je finis d'enregistrer ce podcast, il est midi, donc on a eu la composition de l'équipe de France. Mickaël Guillard est effectivement sur le banc pour jouer le Pays de Galles vendredi soir. Donc il est aussi à la limite de son temps de récupération, il me semble, hein, parce que ça doit être 6 jours, il me semble. C'est aussi pour ça que beaucoup de joueurs de Toulon-La Rochelle soit n'ont pas été appelés, ou alors s'ils ont été appelés, ne jouent pas ce week-end, puisqu'on privilégie la récupération des joueurs, ce que je trouve très très bien et c'est absolument ce qu'il faut faire. J'en parlerai juste après quand on parlera des calendriers et des doublons, du volume de matchs depuis quelques années. Je vérifie juste que Mickaël Biard était effectivement sur la composition. Il me semble que oui. Non, pas du tout. J'ai complètement rêvé. Hem Mais en tout cas, voilà, Mickaël Guillard, j'ai assez hâte de le voir jouer parce que c'est pas la première fois qu'on va le voir
et c'est quand même un super bon joueur, donc on verra et voilà. Tout ça pour dire que le Loup avait quand même son équipe type, à part Billard qui était en équipe de France et ou protégé. Hem Et c'était un match super agréable et franchement, moi, des matchs comme ça, je prends tous les week-ends. Voilà. Euh, donc l'UBB a le bonus, donc reste premier parce que, encore une fois, on compte les points terrain. Donc c'est sur la confrontation directe, c'est l'UBB qui a gagné à Toulouse. On verra ce qui se passe pour UBB Toulouse dans quelques semaines. Mais pour l'instant, à égalité, c'est l'UBB qui gagne. Et donc c'est l'UBB qui est premier du top 14. Et donc dernier match, le match de dimanche soir, Toulon-La Rochelle. Toulon s'impose 45-26 contre un La Rochelle. Et bah super remanié, on va pas se mentir, c'était blindé de jeunes. Et c'est aussi la force des équipes qui ont une profondeur d'effectifs comme ça, comme Toulouse également peut l'avoir et le fait. Et Toulon démérite pas du tout de sa victoire, surtout la deuxième mi-temps où j'ai l'impression quand même que Toulon était quand même très très dominant. C'était pour eux le match. À la sortie des vestiaires en deuxième mi-temps, c'était leur match. Et par contre, la première mi-temps, j'ai trouvé La Rochelle très fort, très incisif. C'est quand même, il y a beaucoup d'écart. Il y a 20 points d'écart. 9, mais voilà. Ce qui est pas beaucoup quand on voit les compositions des deux équipes, puisque La Rochelle avait quand même beaucoup d'absents, surtout dans son pack d'avant, et Toulon avait à très peu de choses près son équipe type. Donc, forcément, il y a un écart de niveau qui ne s'est pas spécialement vu en première mi-temps. Le jeu était assez fermé. Plus dans beaucoup de moments, il y a eu des temps forts Rochelais. Et voilà, c'est la deuxième mi-temps vraiment qui a un petit peu enfoncé La Rochelle. Toulon a pris le dessus et Toulon a tellement confiance en eux cette saison que je pense qu'ils se sont pas vus perdre. Ils y ont cru et même quand ils avaient pas mal d'avance, ils ont continué à se dire on sait pas ce qui peut se passer, on met tout ce qu'on peut. Et c'est ce qu'ils arrivent à faire. Et en plus de ça, du coup, ils prennent le bonus offensif puisqu'ils mettent. Il y a plus de 3 essais d'écart. Donc voilà, très bon match. Magnifique match de rugby, très agréable à voir. Pareil, si c'est des matchs comme ça pendant les doublons, je prends tous les jours. Donc voilà. Petit point, donc, classement. Le classement au match pour la prochaine fois. Alors, on va faire classement. Donc l'UBB et Toulouse sont techniquement premiers ex aequo, mais donc l'UBB est premier avec 51 points, Stade Toulousain est deuxième avec également 51 points. Si jamais Toulouse gagne le prochain match et qu'il continue comme ça, Toulouse gagne parce que Toulouse met en général plus de points. Et pour rajouter sur l'UBB, le seul truc qui, moi, m'a un petit peu fait tiquer ce week-end, c'est que il y a eu un tel déséquilibre et une telle différence de jeu entre la Coupe d'Europe où ils surdominent et là. J'espère que c'était juste un match et que le reste des doublons va pas continuer à être comme ça parce que ce serait vraiment dommage. Ils en sont super bien sortis pendant la tournée d'automne et pour le spectacle du top 14, j'aimerais que ce soit la même chose. Toulon est troisième avec 48 points, l'Aviron Bayonnais est quatrième et avec 39 points. Donc, il commence à y avoir un certain écart quand même entre le premier, deuxième, troisième et le reste du classement. Pour moi, de la quatrième à la huitième place, il y a quand même une émulsion qui se fait où je me dis, bon, toutes ces équipes-là peuvent être en compétition pour la 4, 5, 6e place qui sont du coup qualificatives. Ça va être trop bien. Vraiment, cette fin de saison va être trop trop bien.
l'Aviron Bayonnais, donc 39 points, l'ASM à 38 points, le Stade Rochelais à 36 points, le Castres Olympique est 7e avec 35 points, Montpellier Hérault Rugby est 8e avec 34 points. Ensuite, un tout petit écart se fait avec le Loup qui est 9e avec 30 points. La section paloise est 10e avec 29 points, le SAP est 11e avec 28 points, à 26 points le Racing 92 est 12e, avec 24 points le Stade français est 13e et Vannes est encore bon dernier avec 20 points, mais donc se rapproche un petit peu du Stade français. Alors, pour moi, le Loup, la section et l'USAP peuvent essayer de se dire si on gagne des matchs, peut-être pendant les doublons, on va réussir à faire quelque chose. On verra. Mais voilà, pour moi, jusqu'à la 8e place, c'est serré. De la 4 à la 8, c'est serré. Ensuite, 9, 10, 11, ils sont vraiment ensemble. Je sais pas trop dire qui va finir là. Et la 12, 13, 14, ça commence à être compliqué. Vraiment. Parce que oui, il n'y a que 2 points d'écart entre l'USAP et le Racing, mais ils sont pas du tout dans la même dynamique. Donc, ça peut être très compliqué. Donc, pour les matchs de la 16e journée qui seront du coup le samedi 15 février et le 16, nous aurons l'Aviron Bayonnais qui reçoit l'UBB à 14h30. Pour le multi, on aura le droit à un Lyon-Stade Rochelais, Racing 92 RCV, Stade français Paris, section paloise, qui est un petit peu un match, qu'il va falloir surveiller avec le Racing Vannes, je pense. Ensuite, l'USAP reçoit le Castres Olympique. À 21h05, le Montpellier Rugby reçoit le RCT. Et le dimanche, nous aurons droit à un ASM Stade Toulousain. Voilà, donc pour l'instant, tout le monde est en vacances. Et si vous voulez quand même voir du rugby franco-français ce week-end, il y a la finale du championnat à 7 qui se joue à la Paris Défense Arena samedi. Donc toute la journée. Il me semble que ça doit être diffusé. Je ne sais plus où. Mais en tout cas, au moins à suivre les résultats parce que c'est assez sympa. On a l'UBB Pau, on a l'UBB Pau, Vannes, le Racing, il me semble. Et à mon avis, il va y avoir des matchs quand même assez sympas. Donc nous verrons. Et maintenant, donc, on va parler un petit peu des calendriers. Alors, il me semble que j'en avais vaguement parlé il y a 2 semaines, mais on se pose souvent la question des blessures pour les joueurs et on se pose aussi souvent la question de est-ce que les calendriers nationaux et internationaux sont trop chargés? Ma réponse personnelle, c'est oui. Il n'y a aucune question à se poser sur ça. Oui, il y a trop de matchs. Les joueurs commencent à le dire, mais malheureusement, ça n'a pas l'air de se diriger vers des calendriers allégés. On est un peu plus vers l'inverse. S'il y a une chose à alléger pour moi, c'est les compétitions européennes parce que c'est ce qui rapporte le moins au club. C'est ce qui donne le moins de visibilité et c'est ce qui fatigue aussi beaucoup puisque même avant qu'il y ait l'Afrique du Sud, c'était très fatigant. Parce que ça enlève des possibles périodes de vacances, ça enlève du repos, ça fait que, on est obligé de faire du turnover ou alors, on est obligé de fatiguer ses joueurs stars si on veut gagner. Parce que ça reste quand même un championnat qui a du prestige, malgré tout. Mais il y a quand même beaucoup de matchs. Je pense qu'il y aurait moyen d'avoir moins de matchs s'il y avait déjà moins d'équipes. Ne serait-ce qu'enlever 1-2 matchs, ce serait déjà bien. Parce qu'on enlève quand même 180 minutes de jeu potentiel pour des joueurs, ce qui est énorme. Voilà, et tout ça, ça amène aussi une fatigue mentale et physique pour
tous les joueurs et le staff aussi, hein, mais bien sûr, c'est des gens qui sont moins mis en avant et la fatigue, mentale d'un staff est pas la même que la fatigue, mentale et physique des joueurs qui sont sur le terrain. Mais bien sûr, quand on a autant de matchs, au bout d'un moment, le corps fatigue. C'est inévitable, même avec la meilleure préparation physique, le un corps humain, ça fatigue quand on joue à un sport qui est aussi demandant physiquement que le rugby et malheureusement et bah, tout ça, ça amène des blessures et je pense que l'après-coupe du monde pour beaucoup de joueurs a été très compliqué. On le voit aujourd'hui. Pour moi, les blessures qu'on a dans les joueurs internationaux, en là, depuis, quelques semaines, quelques mois, depuis 1 an même, depuis la fin de la coupe du monde, pour moi, c'est aussi une conséquence de ce calendrier qui est beaucoup trop chargé, qui demande beaucoup aux joueurs, qui demande beaucoup aux équipes et c'est inévitable, en fait et moi, j'en avais parlé, dans mon cercle de personnes, qui suit le rugby l'année dernière. C'est que les joueurs qui ont fait la coupe du monde, qui ont fait, tout ce qu'il y a autour et qui ont enchaîné avec la saison de top 14, le volume de jeu est tellement grand et si on prend, pour moi un exemple qui montre bien ça, c'est l'exemple de Damien Penaud qui actuellement est blessé, à un orteil il me semble et qui n'est pas sorti contre le match, dans le match contre Exeter. Pourquoi? Ma question réelle, c'est pourquoi? Pourquoi un mec qui, a l'air pas super confortable, qui oui, certes, il a mis un sextuplé, oui, bah, on applaudit, félicitations, mais pourquoi un mec qui fait déjà cette première mi-temps-là et qui, après, montre des signes de fatigue, de potentielle blessure, puisqu'avant la mi-temps, pour moi, Damien Penaud est déjà blessé, même si c'est très, très léger, c'est des choses auxquelles il faut faire super attention. Et alors, ça va sûrement pas parler à la majorité d'entre vous, mais pour moi, c'est quelque chose qui me rappelle la blessure de Marc Marquez en MotoGP à l'été 2020, puisqu'il se blesse et il a tellement confiance en lui et il y a personne dans son entourage proche qui lui dit: «Non, arrête», qu'une semaine après une blessure, absolument traumatique pour son corps, une opération et cetera, il, repart sur une moto et voilà, une MotoGP, c'est plusieurs G sur le corps, c'est, 300-350 km/h en ligne droite, c'est des virages extraordinaires, et un homme qui était à ce moment-là encore au sommet de son art, tombe complètement dans l'oubli, tombe dans le fond du classement parce qu'il se blesse, il veut revenir trop vite et personne ne lui dit: «Non, détends-toi, c'est pas grave, tu vas rater quelques semaines» et résultat des courses, il passe 2 ans en enfer où, son corps est incapable de se régénérer, il n'arrive pas à revenir à son meilleur niveau, il a pas les mêmes sensations, il se reblesse sur des choses, bien plus minimes mais qui sont, malgré tout à mettre sur le dos, en fait, de tout ça et ce serait tellement dommage qu'on en arrive à là au rugby. Hem, pour moi, c'est un petit peu aussi ce qu'a pu vivre dans une moindre mesure, Mathieu Jalibert l'année dernière. Ça se voit, en fait, par rapport aux blessures répétées qu'il est sensible au niveau des muscles des cuisses. Il revient trop vite, pour la finale de top 14. Résultat, il se fait mal plus longtemps et aujourd'hui, il se fait encore mal, en fait et alors pas là, hein, mais c'est des blessures qui sont récurrentes pour lui et je suis convaincue que l'année dernière, en finale du top 14, il n'avait pas à être sur la feuille de match. Il n'aurait jamais dû être sur le terrain. Ça se voit qu'il souffre
pendant toute la finale et résultat des courses, en fait, il a sûrement abîmé plus son corps qu'il n'aurait pu et qu'il n'aurait dû parce que, ces gens-là, leur outil de travail, c'est leur corps et oui, je comprends l'esprit de compétition, je comprends tout ça, mais je pense que c'est aussi le rôle d'un staff bien préparé au plus haut niveau, de pouvoir dire à ses joueurs: «Non, on attend une semaine de plus. Non, tu vas pas faire la deuxième mi-temps parce que, tu as un petit bobo et qu'on veut pas prendre de risques». Sans parler de l'équipe de France pour Damien Penaud, hein, parce que là, il rate le match contre Pays de Galles. Il va peut-être jouer, dans une semaine, contre, 10 jours contre, l'Angleterre, mais c'est pas sûr. On n'en est pas sûr aujourd'hui et c'est dommage et en même temps, je comprends pas la décision de le laisser sur le terrain en Coupe d'Europe, en fait. Parce que le bébé savait très bien qu'il allait être sélectionné, savait très bien qu'il allait sûrement être protégé puisqu'il fait partie de ce groupe de premium. Mais, en fait, c'est tellement ça a des conséquences, en fait. Et j'aimerais bien voir, moins de ce genre de blessures et pour moi, voir moins de ce genre de blessures, c'est aussi savoir protéger les joueurs, savoir, minimiser le temps de jeu et j'ai encore une fois pas l'impression qu'on tend vers ça, surtout pas depuis que beaucoup de championnats européens et internationaux ont été rachetés par un fonds d'investissement et qui, en fait, veut faire connaître le rugby, veut faire vivre le rugby, à plus de gens et veut démocratiser ce sport, hem, en faisant plus de matchs, en fait. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? Je pense pas. Je pense sincèrement pas et j'en parlerai dans le deuxième podcast de la semaine qui sortira du coup vendredi parce qu'on va parler de la série Netflix, Full Contact. Je vais faire un petit débrief de la saison 2. Je vais regarder tout de suite après et des raisons de l'arrêt et qui, pour moi, pourquoi ça a toujours été voué à l'échec, alors que d'autres séries dans la même veine sont très, très populaires et ont permis une extension du sport. Donc voilà, ce sera un sujet autre, mais pour, conclure les sur les temps de jeu des joueurs, il y a pas qu'en France qu'on en souffre, mais on en souffre plus chez nous parce qu'on a un championnat bien plus âpre, bien plus compliqué, plus long aussi, puisqu'on a, beaucoup d'équipes dans ce championnat et en fait, tout ça lié, ça fait que oui, les joueurs français sont, des joueurs qui jouent beaucoup et peut-être qui jouent trop. Donc c'est pour moi une des raisons qui doit être évoquée, qui doit être, mis en lumière par rapport aux petites blessures, aux petites choses, aux bobos qu'arrivent aux joueurs de l'équipe de France et aux joueurs en club également. Parce que, c'est comme les commotions en fait, jusqu'à ce qu'il y ait un trop gros problème et qu'on puisse plus, faire l'autruche, personne en parle en fait et on commence un petit peu à voir certains gros joueurs en parler, mais c'est quand même pas assez discuté je pense et c'est pas assez, remis en question de la part des autorités donc on verra ce qui se passe dans le futur, donnez-moi votre avis. Et nous, on se retrouve donc vendredi pour un deuxième podcast. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Et si vous ne voulez pas spécialement écouter le podcast de vendredi, un bon week-end de rugby pour le premier week-end des 6 nations.